Salut à tous, épisode 11 avec la Deceuninck Quick Step. On a pas mal de choses à traiter et peut-être que ça va surprendre aussi un petit peu de monde parmi vous de voir un petit peu les choix que j'ai pu faire. Je vais vous expliquer tout ça tranquillement. Euh, c'est parti, donc un petit programme d'avant Vuelta classique après avoir traité la question du recrutement pour l'année suivante et puis une réflexion euh, assez particulière par rapport à la Vuelta qui arrive. On est parti. Par rapport au recrutement, on a connu là en 2019 avec cette équipe une saison extrêmement faste. On a gagné à peu près partout où on devait gagner, peu de choses près, et on a gagné à des endroits où on ne devait pas gagner. Donc je me dis la chose suivante, l'équipe est déjà très très forte. N'oublions pas que un des objectifs en tout cas les plus importants à la prise de cette équipe-là, alors qu'on voit qu'au niveau des victoires on est pas mal, c'est le développement de Remco Evenepoel et le fait que je veuille l'amener le plus haut possible, le plus loin possible, même si on est à la mi-mai et que le nouveau Pro Cycling Manager sort dans 1 mois et demi. Bon, donc ça fait qu'il faut se manier. Pour parler poliment, faut se manier le train. En ce sens, je vais donc commencer par conclure des accords avec certains de nos coureurs principaux. On a vu Julien Alaphilippe, bien évidemment. On a également Bob Jungels, c'est une évidence. C'est une évidence. On a en plus des idées pour lui. Je vais vous raconter ça juste après. Là encore, je pense pas que je vais vous surprendre par contre sur ce que je peux vouloir pour Bob Jungels l'année suivante. Ensuite, Philippe Gilbert, on a un petit quelque chose à régler en 2020 avec lui, je crois. Hein. Je pense qu'on a tous compris de quoi il s'agit, puisque je vous rappelle que dans la partie, on a gagné à Roubaix, comme dans la réalité, pour être précis, avant qu'il gagne de la réalité. Il nous reste un petit Milan-San Remo là, de pas grand chose à aller chercher. Voilà. Ensuite, on a quelqu'un que je veux promulguer au rang de sprinter numéro 1 de l'équipe, ainsi que Hodge. Mais Hodge déjà sous contrat. C'est Fabio Jakobsen. Fabio Jakobsen, il va avoir notre priorité au niveau des sprints. J'ai dit une bêtise, Hodge n'est pas encore sous contrat, donc Hodge, il fait partie aussi de ceux qui vont prolonger. Mes deux sprinters, ce sera Jakobsen et Hodge. Je pense qu'avec deux sprinters de très bonne qualité, on va ainsi faire l'impasse sur Viviani. On va laisser partir Viviani. Je l'avais déjà un peu évoqué, hein, vous en doutiez, je pense, mais je vais laisser partir Viviani pour faire de la place à mes deux jeunes. Parce que je trouve que ce jeu prend du sens, notamment en tout cas quand on peut développer des jeunes coureurs et ainsi les faire progresser, les faire accéder à un rang auquel ils n'étaient pas, plutôt que... C'est sûr que je pourrais recruter, je pourrais garder Viviani, prendre Tom Dumoulin, d'accord, puis allez tiens, je prends Peter Sagan, puis bon bah on arrête la partie quoi, d'accord. Donc voilà, moi je suis plus dans l'optique du développement d'un certain nombre de nos jeunes, sachant qu'il y en a déjà qui sont sous contrat. Il faut savoir que par exemple, Mas et Evenepoel sont pour moi l'avenir de l'équipe au poste de leader sur les grands tours. Ma langue n'a pas fourché, oui, sur les grands tours. Sauf que pour Remco, bah, c'est pas immédiatement. Alors que pour Mas, bah, on a vu lors du Giro qu'il en avait déjà la carrure. Donc voilà, hein, je programme d'ailleurs d'ores et déjà, j'annonce que l'année qui suivra, Mas sera leader sur le Tour de France. Ce sera l'objectif principal de sa saison. Ce sera le Tour de France pour Enric Mas, quel que soit le parcours. Enfin, entre nous, je vais installer le parcours 2019. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ce sera évidemment Tour de France 2019. Ce sera très vraisemblablement Giro 2019. Et j'espère, d'ici à ce que je sois arrivé au moment d'installer les parcours,
Vuelta 2019, si elle est disponible. Et puis sinon, on fera comme on pourra, parce qu'on a vu que l'ajout des variants en cours de saison n'est pas forcément chose évidente, même si depuis, je crois avoir trouvé un moyen. Ensuite, il y a quand même des gens qu'on va aller chercher à l'extérieur. On va aller reprendre quelqu'un qui était chez, à l'époque, Quick-Step. C'est Lorenz de Plus. Il m'intéresse, il est belge. Il est polyvalent dans sa capacité à accompagner à la fois sur Ardennaise et à la fois sur Petit Tour et à la fois évidemment sur Grand Tour. Donc Lorenz de Plus, j'en veux. Puis je vais aller chercher Guillaume Martin. Guillaume Martin, c'est le renfort grimpeur qu'on va chercher là sur ce mercato pour déjà moi j'ai envie de faire grandir un peu l'escadron des Français dans cette équipe. On a Sénéchal en lequel je place pas mal d'espoir. On a Julien Alaphilippe, pas besoin d'en parler. Il y a le jeune Cavagna qui est loin d'être inutile, un peu un profil à la Asgreen dans la partie, hein, pas dans la réalité, mais en tout cas dans la partie. Et puis je me dis qu'avec Guillaume Martin, on aura comme ça un Français supplémentaire qui va pouvoir, je dirais, nous faire nous rendre bien des services dans le contexte des tours, notamment où on a besoin de grimpeurs pour protéger Mas et peut-être plus tard pour protéger Remco Evenepoel. Donc voilà. Dans la foulée, il y a la resignature de vieux soldats, comme par exemple Morkov. Peter Seri, puisqu'il est là, je le resigne, parce que Peter Seri, il est très intéressant aussi comme accompagnateur. Je le mettrai sur un registre proche de celui de De Plus ou de Vakok, même si De Plus est plus fort en contre-la-montre et que Vakok est carrément moins fort en montagne que les deux autres, mais on a vu qu'il avait eu son utilité sur le récent Tour de France. Je vais aussi proposer quelque chose à Tim de Klerk, parce que bien Tim de Klerk a une capacité comme ça de venir rouler très très fort. Il faut que ça reste notre marque de fabrique à un moment donné sur les étapes de plat que de faire rouler très très durement certains de nos soldats entre guillemets. Hein. Malheureusement, dans ce registre-là, on a Case qui prend la retraite. Donc c'est pour ça j'ai re-signé Morkov, j'ai re-signé De Klerk. Il y a évidemment Asgreen qui est encore là. Il y a Florian Sénéchal. Et évidemment, il y a l'ami Gilbert dans un registre qui peut aussi comme ça participer. Bob Jungels. Et puis, Yves Lampart également, parce que ça vous aura pas échappé au passage, j'ai re-signé Yves Lampart. J'avais le choix. Il y avait même Stuyven qui avait, vous savez, il y a Stuyven, des fois certains coureurs vous contactent en fait pour dire qu'ils veulent rejoindre l'équipe. Il l'a fait. Van Marke l'a fait aussi. Groenewegen l'a fait aussi. Alors pour Groenewegen, le problème il a été réglé puisque j'étais parti sur d'autres options au niveau du sprint. Et puis le fait que Stuyven et Van Marke nous contactent, ça m'a fait un poil douter à un moment donné parce que du coureur que j'apprécie. Après, je me suis dit, allez, tu files encore 2 années à Lampart et puis on verra bien. 2 années, ça peut être le temps qu'il faut pour Sénéchal, par exemple pour éclore et pouvoir accéder à un rôle de leader ou de presque leader, on va dire, sur les classiques flandriennes. Et 2 années, c'est peut-être aussi le temps qu'on mettra à développer quelqu'un au niveau des pavés, quelqu'un qui avait 70 ou 71, je ne sais plus, au début de la partie au niveau de la note en pavé, c'est Bob Jungels. Et si vous commencez une partie aujourd'hui, tiens, il a 77. Bah ouais, mais c'est normal. Les notes actuelles sont basées sur ce qu'on a vu sur la campagne de classique. Donc à partir de là, normal que Bob Jungels, il ait une super note en pavé. Ben moi j'aimerais bien arriver à lui faire obtenir par le travail, par l'entraînement, cette note-là. Et j'aimerais bien qu'à terme, Bob Jungels puisse aller peut-être proposer quelque chose sur des Flandriennes prestigieuses. Voilà, c'est une petite idée que j'ai. Après lui avoir fait gagner un Tour de France, on fait les choses à l'envers.
au lieu de prendre un, au lieu de prendre un Flandrien et de lui faire gagner un Tour de France, qu'ont fait Benoît, eh bien, on va essayer de prendre quelqu'un qui est performant sur tour. Hein, c'est que Bob Jungels, ça date pas de la partie qu'il soit performant sur les grands tours, hein, puisqu'il y a déjà quelques références, même au Giro quand il était plus jeune, etc. On prend quelqu'un qui a gagné un grand tour. Bon là, en l'occurrence, le Tour de France, c'était totalement improbable IRL, hein, on est d'accord. Hein. Et on va essayer d'aller lui faire gagner une jolie classique. C'est sûr qu'un Tour de Flandre, ce serait la panacée, hein, mais j'ose pas trop non plus rêver. On verra bien. C'est peut-être faisable. Mais il va falloir travailler longtemps et aussi faire quelque chose que je vais détailler après. Julien Alaphilippe, est-ce que c'est surprenant, bénéficie avec son joli maillot de champion de France, acquis dans une très très belle épreuve, là on se souvient, début du mois de juillet, eh bien, Julien Alaphilippe vient prendre la Classica San Sebastian avec un magnifique -3 de forme du jour et aussi un non moins magnifique travail de Bob Jungels qui cueille la deuxième place. Ok, on a compris, les deux sont dans la lignée de leur Tour de France. Et puis par contre, ça se paye au niveau de la fatigue. Bob Jungels, il est à l'agonie, le pauvre. Il est à l'agonie, mais c'est normal, hein. Regardez le nombre de jours de course déjà à ce stade-là. Il est très important, hein, pour un tout début du mois d'août. Surtout pour quelqu'un qui avait la Vuelta inscrite à son programme. Bon, vous avez compris, la Vuelta, pour Bob Jungels, ce sera pas cette année. Il a déjà participé au Giro, il a participé au Tour de France et avec quel résultat. Et donc, je change la courbe de prépa. Je vais surtout le faire s'entraîner en vue de ce que je vous ai dit juste avant, à savoir faire travailler sur Classique du Nord Bob Jungels pour que ce soit quelqu'un d'encore plus apte. Alors en fait, il manque que la note en pavé, hein, parce qu'au niveau de la résistance, de l'endurance, au niveau la récupération, on s'en fout puisque elles se suivent pas de jour en jour les classiques de renom, mais il y a vraiment quelque chose, à faire. Avec Bob, on va voir ce qu'on peut arriver à faire. Et donc pour la fin de saison, j'annonce Bob, c'est Tour de Lombardie plus une petite course de préparation. Voilà, tranquillou Bob. Et puis dans la foulée, on est obligé de réajuster la prépa de plein de gens. Il y a plein de nos coureurs qui, de par les efforts qui ont été consentis à droite à gauche, se retrouvent à devoir avoir une courbe de prépa qui est ajustée car la fatigue, c'est quelque chose qui, à la limite, ne se prévoit pas de 3 mois à l'avance. Vous avez, on le sait, hein, vous le savez comme moi, à Pro Cycling Manager 2018, des courbes de fatigue qui explosent entre deux dates où vous n'avez rien changé, ni au programme du coureur, ni à sa manière de se préparer. Vous n'avez rien changé à la courbe. Vous ne l'avez pas fait participer à une course qui correspond à une semaine à 0%. C'est le b.a.-ba. Hein, c'est sûr que si on se choque parce qu'on a rajouté une course, on est dans l'erreur totale. Non, sans rien rajouter et sans rien modifier, la courbe de fatigue explose parfois. C'est ce qui est arrivé pour pas mal de mes coureurs là. Donc, on a corrigé tout ça. J'ai dû reprendre la courbe de peut-être 20 coureurs sur 28. Hein, c'est pour donner un peu le ratio. Je crois qu'il faut vraiment regarder de temps en temps. Hein. Je pense que je l'évoquais dans mon épisode avec Roglic là, quand il prépare le Giro là avec la Jumbo-Visma, qui a eu des réajustements à faire un peu en permanence. Et ben voilà. Donc il faut jamais oublier de faire ces ajustements là. Jacobsen, moi je trouve, vient prendre une honorable 4e place du côté de la London Classic, remportée par Caleb Ewan. Ah, enfin un Lotto Soudal qui lève les bras. Parce que c'est un peu la disette pour eux cette année. Ok. Et dans la foulée, on se rend du côté de la Pologne. Alors en Pologne, j'ai emmené Evenepoel, j'ai emmené Viviani, j'ai emmené Stibar, et toute une batterie de gens qui sont très solides et très précieux.
hein, Riquet, Sénéchal. Bon. Donc, on va s'entraîner au sprint. On va s'entraîner à lancer des sprints pour vérifier qu'on sait encore le faire. Ça va, ça marche encore. Donc, ok. Je vais essayer, là, pour ces courses-là, de quand même pas trop m'étendre parce que j'ai quand même très très hâte d'avancer et notamment dans mon esprit quelque chose qui commence à grandir là parce que je vois aussi la pression du mois de mai qui file, les jours filent à toute allure, j'ai un milliard de choses à faire extra jeu et de ce fait je suis très très impatient de pouvoir un petit peu avancer euh, parce que on a traité l'actualité du Giro, ça a pris pas mal de temps, mais je pense que c'était assez nécessaire de parler de l'actualité du cyclisme et donc de faire quelque chose en rapport avec. Mais c'est bien gentil, mais il faut pas oublier d'avancer notre De Koenig avec Remco dans l'esprit, toujours Remco. Voilà, donc on continue. Vous voyez, ce sont des étapes en Pologne qui sont assez vouées aux sprinters, surtout pour les premières. Et ensuite, vous allez voir que la toute fin, elle va receler de l'intérêt. C'est un parcours, là, ce Tour de Pologne, c'est un parcours que j'ai déjà proposé. Alors, je crois l'avoir proposé 2 autres fois dans mes épisodes, mais il y a au moins une fois dont je suis certain, c'est dans le dernier épisode de l'Auto Soudal à ce jour, donc le 72, si je ne m'abuse, le 72 où je traitais de la Pologne. Alors, je sais plus si c'était 71 ou 72, mais en tout cas, je traitais du Tour de Pologne remporté par Björg Lambrecht, le jeune espoir belge. Ben, en l'occurrence, c'est le même parcours, donc on connaît après les courses au bout d'un moment, on sait un petit peu où attaquer, on sait aussi où est-ce qu'il faut faire le dos rond. On a un Viviani qui porte naturellement le maillot de leader, mais sans que ça veuille dire quoi que ce soit, parce que le plateau est très très relevé en termes de gros leaders du peloton hein, sur ce Tour de Pologne. Il y a Roglic, il y a Nibali, il y a Gianni Moscon, je crois même qu'il y a Bernal, je suis plus très sûr, mais enfin, il y a vraiment du monde. Il y a de très très jolis noms et on n'est pas du tout en capacité, vu ce qui va suivre, d'imaginer que Viviani va se taper le général, quoi. Non, pour le général, je vous avoue qu'au départ, j'espérais en Evenepoel. Je me disais, allez, petit 72, là, si t'as des formes du jour, tout ça. Ouais, bon, ok. Donc, pour ce qui est d'Evenepoel, on attendra, alors là, on est début août, on va attendre 2 mois. C'est-à-dire, on va attendre le mois de septembre, donc août, septembre, octobre. On va attendre octobre, parce que j'ai des ambitions pour lui du côté des Trevale Varesine, des petites semi-classiques italiennes. Va savoir si avec un petit programme en montagne à Milano-Torino ne serait pas envisageable en étant supra-soutenu par les équipiers. Je ferai une opération commando avant la fin de l'année pour essayer d'apporter un petit quelque chose à Remco. Et puis si ça marche pas, bien, écoutez, on attendra encore quelques mois et on se concentrera sur la saison qui suivra. Tiens, à ce propos, j'ai une bonne nouvelle. Le jeu a mis automatiquement à jour. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais bref. Le parcours du championnat du monde qui arrivera à Harrogate, donc Leeds Harrogate, le vrai championnat du monde 2019, a été mis là dans la partie, il a été ajouté assez automatiquement par une mise à jour de la WorldDB à mon avis. Donc c'est cool, ça s'est fait tout seul. Du coup, dans pas longtemps, je serai en mesure de vous proposer ce championnat du monde. Et on a beau, je sais, être au mois de mai, on est un peu tôt pour penser au championnat du monde, mais moi j'y pense déjà parce que ce soit le championnat du monde ou le Tour de Lombardie sont 2 courses que j'attends chaque année avec une impatience à peu près égale à celle que peut-être certains d'entre vous ont pour le Tour de France ou pour la Vuelta. J'avoue que je suis toujours, moi, focalisé à outrance sur la période des classiques, sur la période également, alors que Viviani, il était pas loin de se taper l'étape, hein. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave.
Voilà. Il n'est pas passé loin de taper une étape qui n'était pas vraiment pour lui. Moi, toujours, voilà, j'attends. Voilà, Paris-Nice, Tirreno, c'est un peu. Allez, on se réveille. Et puis après, les classiques, même si auparavant il y a eu le home loop, Headfall que je regarde avec attention, Kurn un peu moins, Strade Bianche avec grande attention. Et puis après, c'est parti, quoi. C'est parti. Euh, Jusqu'à Liège, on ne relâche pas tellement les classiques, c'est un truc phénoménal, en tout cas pour moi. J'adore ces courses d'un jour, je trouve ça fabuleux. Je trouve que cette année, on a eu une saison exceptionnelle. Donc voilà, on va pas oublier de bien soigner tout ce qui est de l'ordre des courses d'un jour de fin d'année. Regardez, petite mise à jour pour Julien, notre Julien national qui ira bien sûr. J'ai la France dans cette partie, rappelez-vous. J'ai la France comme équipe nationale. J'ai déjà fait la présélection là, en juillet ou je sais plus quand. Euh, on va emmener une équipe compétitive autour de Julien Alaphilippe. Objectif évidemment maillot arc-en-ciel pour Julien sur ce parcours de Harrogate. C'est faisable. C'est faisable. Et puis objectif Tour de Lombardie pour l'un d'entre nous. Ce ne sera pas Philippe Gilbert, même si vous pouvez apercevoir qu'il participera. Ce ne sera pas Yves Lampart, qui sont emmenés à mon avis plus que j'ai pris pour leur qualité athlétique, physique, mais peut-être un Bob Jungels, peut-être un Henrik Mas, et sinon Julien. Donc on verra bien, on n'y est pas encore, mais vous allez voir qu'on y est dans pas longtemps. Pourquoi? Parce que donc pour Bob, je vous avais parlé, j'ai encore réinitialisé un peu adapté un peu ses courbes de prépa, etc. Voilà, je vise vraiment la toute fin, la Milano-Torino et Tour de Lombardie. Là, on va pas s'exciter avec Bob. Donc pas de Vuelta, je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Et je trouve que son année, elle est relativement correcte. Je crois qu'on peut dire ça. Tour de France, Tour du Pays Basque, place sur Paris-Nice, place sur 3 classiques importantes, et collaboration au Giro essentielle. Et puis, donc, je vais l'envoyer sur de l'entraînement classique du Nord. On va bien voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir les résultats. Et du coup, je lui ménage des plages de récupération avec travail-entraînement, mais pas de course. Voilà, c'est le truc que j'ai déduit un peu du jeu à force de jouer. Je me suis dit, si tu veux faire progresser quelqu'un un peu plus rapidement, tu fais ça. Et Henrik Mas, je suis dans un choix incroyable. Je l'avais prévu initialement pour le doublé Giro Vuelta, le doublé de participation. Mais le problème, c'est qu'on lui a rajouté le Tour de France parce que j'ai vu une opportunité de le gagner. Et d'ailleurs, on l'a gagné. Donc, on avait besoin d'Henrik Mas parce que Julien n'aurait pas suffi pour aider Bob Jungels. Et à ce stade-là, même si le pic de forme ne devrait pas tarder, on est un peu en disette au niveau de la préparation. En fait, c'est normal. Quand vous avez un gars qui fait les 3 grands tours, il y en a forcément un des 3 sur lequel le niveau de prépa, si vous ne faites pas exploser la courbe de fatigue, il va être moins bon. Ça va. Je serais prêt à l'assumer. Je serais prêt à assumer une Vuelta à 91, 12, 13% pour commencer avec des équipiers quand même corrects. Bon, c'est pas trop ça mon problème. Mon problème est différent. C'est que j'ai peur du nombre de jours de course. Voilà. Et j'ai peur de le tuer et de me retrouver en début d'année suivante avec quelque chose que quelqu'un m'a déjà raconté parmi vous qui regardez mes vidéos, à savoir un type qui est déjà en courbe de fatigue importante au début de l'année d'après. Alors je savais même pas que c'était possible, mais je me méfie, et puis surtout je trouve que 105 ou 106 jours de course, c'est un peu dément en fait, c'est totalement dément. Je sais même pas si Valverde, Alejandro fait ce genre de choses alors que c'est celui qui court le plus, ou en tout cas un de ceux qui court le plus parmi les coureurs, très très connus du coup. Bah, j'ai des réticences très fortes à ce stade-là pour faire participer Henrik Mas à la prochaine Vuelta. Vous allez me dire, mais du coup, tu n'as aucun leader pour le général sur cette Vuelta. J'en suis bien conscient. J'en suis bien conscient. Mais en même temps, ce serait raccord avec une certaine forme de réalité. Pas la réalité qui arrivera pour Mas à la Vuelta, parce que je pense qu'il ira en 2019. Non, pas celle-là de réalité, mais regardez un peu l'équipe de Deceuninck Quick-Step sur le Giro. Vous avez Bob Jungels, c'est vrai, vous avez Bob Jungels.
Mais sinon, elle est orientée autour de Viviani. Hein. Et, euh, et finalement, envoyer comme ça une équipe totalement orientée autour de l'un des meilleurs sprinters du monde, n'est-ce pas quelque chose qui arrive dans le cyclisme actuel? Bien sûr que si. Vous avez des équipes qui participent au Grand Tour avec une équipe qui est totalement orientée autour de leur sprinter star. Et ben, c'est ce que je projette de faire pour la Vuelta qui va suivre. Alors, on est là pour l'instant sur une étape décisive de Pologne. On a, comme prévu, Stibar qui va devoir endosser le rôle de leader pour essayer d'aller nous gratter quelque chose. Asgren est celui qui a le mieux résisté à un début d'étape. C'est pour ça que je vous la montre, cette étape-là. Sinon, je serais allé beaucoup plus vite. Parce que je voulais en parler de cette étape 6 du Tour de Pologne dans cette version-là. Je trouve il est terrible le début d'étape. C'était assez exceptionnel. Rarement l'IA s'excite autant lors des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 premières difficultés. En fait, en général, il y a une accélération progressive à mesure que vous vous rapprochez du final, en fait. Et là, ça se durcit, etc. Et ben là, en fait, c'était un peu l'inverse. Sur cette étape 6 de Tour de Pologne, ça a démarré tambour battant que moi, je me suis fait éliminer 5 mecs sur 7. Et puis, par contre, après, on a réussi à gérer bon an mal an, attention, hein, en se raccrochant aux branches, hein, les barres de Asgren, de Stibar, de sorte que, au final, on se retrouve à pouvoir produire une accélération. Alors là, il y a Roglic qui vient poser une petite accélération dans la montée finale. Je prends la roue. Avons-nous préjugé de nos forces? Oui, il aura manqué un petit quelque chose à Stibar pour accompagner Roglic. Et c'est vraiment dommage parce que il y avait moyen sur ce truc-là d'aller chercher l'étape. Et qui sait, peut-être le général, quand on voit le classement à quel point il est resserré. Donc, ça demeurera une petite déception, parce que j'ai envie de faire gagner quelque chose à Zdenek Stibar. Il est peut-être le seul de nos gros coureurs qui n'a pas gagné un truc retentissant cette année. C'est dommage, hein, moi j'adore Zdenek Stibar. Vous voyez, il est actuellement 8ème, mais ex-aequo avec des tas de gens. Euh, et au final, je ne l'ai pas signalé là parce que je vous parlais d'autre chose, mais il y avait eu une chute en début d'étape impliquant Stibar notamment. Et cette chute, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de vent, cette chute nous avait coûté de l'énergie pour Stibar et également un ou deux équipiers pour le ramener. Donc à l'arrivée, ça se sera vraiment pas joué à grand chose. On peut pas dire qu'on aurait été supra chanceux au niveau non plus des formes du jour, etc. Ça fait partie du business. Hein. Et là, je peux pas m'empêcher, étape 7, elle est plate, qu'elle en peut plus, mais n'empêche qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour ce qui est de créer des bordures, de piéger des coureurs. Et du coup, je me décide à faire rouler tout le monde. Euh, Viviani, le pauvre, est tombé, donc évidemment, je vais essayer de voir s'il rentre avec le groupe dont il fait partie, tout en ne produisant aucun effort, bien évidemment, puisque devant, je m'arrête pas de rouler, tant pis, c'est pas grave. On est plutôt dans la dynamique là, non pas du tout de gagner l'étape, mais d'essayer de faire reprendre à Stibar du temps, si d'aventure c'est possible. Puisque quand même, avouons-le, la situation est plutôt désespérée. Mais c'est pas grave, ça se tente quand même, c'est rigolo. Donc tiens, Viviani est rentré parce que à un moment donné, j'ai quand même fait un peu souffler les chevaux. Ils n'ont été qu'en relais alors qu'avant on était en effort curseur les uns après les autres à 88. Donc voilà, ça fait mal. Et puis on va terminer l'étape, tambour battant, on va repartir sur ce tempo, on se relaye entre hommes forts. Et puis celui à qui on va laisser au final le plus d'énergie, c'est Stibar dans la roue de Viviani. Voilà. C'est ça l'histoire. C'est que Viviani, pour une fois, va se muer en poisson pilote de son leader au général Stibar, avec de gros efforts des uns et des autres, notamment Sénéchal, Riquier et Morkov, qui ont été exceptionnels comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce ils répondent toujours présents. Et yes, ça a fonctionné, victoire de Stibar, mais regardez, le détail qu'il faut pas rater, c'est deuxième place pour Gianni Moscon. Parce que, qui dit deuxième place, dit bonif. Roglic n'a pas pris de bonification, et du coup,
victoire de Moscone pour, il faut croire, moins d'une seconde, au général de ce Tour de Pologne, et surtout remonter au classement de Stibar. Donc à l'arrivée, l'honneur est sauf, on fait un top 5, moi ça me va, on n'avait pas d'objectif, hein, sponsor. Et puis après, je vais faire passer un petit peu rapidement le tour de du Benelux, en tout cas pour ce qui est du départ. Des étapes plates, du contre-la-montre, ok, du prologue, pardon. Je pars plutôt dans l'idée d'un Lampart leader, parce qu'il y a ce petit prologue, hein, et qu'il est le plus performant de la bande en termes de prologue. J'ai pas aligné Bob Jungels, hein, donc voilà. C'est Lampart, hein, qui est un de nos spécialistes, on va dire. Voyez, je vous donne les résultats, j'ai simulé, je les ai pas joués les courses. Je les ai pas joués, on a Lampart qui s'impose dans l'étape 4. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, il revient à la deuxième place au général derrière un Peter Sagan qui a l'air assez surpuissant, pour être très franc. Et puis, l'étape 5 va peut-être calmer notre joie, hein, d'une certaine façon, puisque Victor de Sagan, Lampart se retrouvant un peu relégué, mais quand même troisième du général. Jacobsen se pète, fracture à la main, donc on n'a plus que 6 coureurs pour la fin de ce Tour du Benelux, c'est pas dramatique. Les positions au classement, les voici, et on va quand même, aller jouer l'étape 6 et l'étape 7 qui sont de toute façon décisives, même si on a vu qu'au cours de l'étape 5, il s'était passé quelque chose de significatif. Mais bon, voilà, quand on simule, de toute façon, on prend toujours le risque. Il y a objectif sponsor, top 3 ou victoire, je sais plus. Mais on est à un stade de la saison où j'ai tellement fait le plein en fait des objectifs. Je crois qu'il y en a actuellement 12 sur 14 qui ont été remplis et celui du Benelux, c'est le dernier en fait. Si je fais 12 sur 15, je m'en fiche éperdument en fait. Donc voilà, j'ai fait le max pour rouler. Il n'y avait pas de vent, mais bon, on a quand même essayé de faire l'effort. C'est GVA qui va venir prendre la victoire devant Gilbert et Lampart sur un petit groupe. Hein. Vous avez vu comme on a calmé un peu tout ça. Donc je suis assez content parce qu'on a quand même fait notre petit boulot là. Hop, Lampart il a pris 6 secondes, 6 secondes de bonif en tout sur l'étape. Ok, et on aborde la dernière étape, celle qui passe notamment quelquefois au mur de Grammont, qui a des secteurs pavés plutôt consistants. Bref, vous voyez de quelle étape je parle. Voilà. Et l'arrivée étant à Gerhardsbergen, donc on ne fait pas le mur de Grammont dans son intégralité, bien sûr, pour ce qui est de l'arrivée. Et voilà, j'ai échappé dans un premier temps Stibar, puis l'échappée a été reprise par Lampart qui avait été emmené par Gilbert. J'ai tenté un peu des offensives dans cette étape-là. J'ai tenté de faire le forcing pour voir s'il n'y avait pas un truc à faire. Mais il faut croire qu'il n'y a que Tige Benoît qui est capable de renverser des situations sur ce tour du Benelux, comme je l'avais fait, je sais plus, je crois que c'était l'année précédente. Donc dans la partie Lotto Soudal en 2020, j'ai Tige Benoît comme ça qui renverse le général de ce tour du Benelux de façon Tige Benoîtienne. Bon, il n'a pas été possible de faire la même chose avec Yves Lampart. Faut dire qu'on a affaire à un Peter Sagan de toute première qualité. Hein. Il est impressionnant le bougre. Donc bon bah écoutez, il n'y a pas de quoi rougir. Il gagne l'étape, on fait deuxième. Et à l'arrivée, troisième au général pour Lampart. Il fallait gagner. On fait top 3, ce qui veut dire qu'on a la petite étoile orange. C'est donc pas un objectif raté, c'est un objectif qui est pas loin d'être atteint. C'est cool. C'est cool. Donc je ne peux même pas dire que ça amoche tellement le bilan. Et puis, si vous avez compté, et je sais que vous êtes attentif en général, vous savez que j'en suis à 21 coureurs à ce stade-là. Il en faut au moins 26. Et donc, je me suis dit, écoute, pour ce qui est des 5 minimum hein, qui nous manquent, tu vas aller prendre des petits jeunes. J'ai sélectionné donc un Hollandais qui était en perdition du côté de je sais plus quelle équipe réserve de. Il pourrait bien que ce soit la Groupama FDJ ou quelque chose comme ça. 2
petits espoirs de chez Lotto Soudal U23. Voilà, donc on va les chercher. Et puis également un dernier coureur, voilà, qui lui promet éventuellement de pouvoir se développer. Voilà, donc j'ai fait, je vais vous montrer leurs caractéristiques en fait. Je vais vous montrer leurs caractéristiques de suite, juste après avoir fait les confirmations de signature. On est à 25 coureurs là. Hein. On est à 25. Et mon objectif est de boucler la boucle avec un 26e qui serait la resignature de Driss de Venins. Voilà. Pour un an seulement. Regardez, petite note. Voilà. Des 4 coureurs considérés. Ok. Donc, ça nous amène à 25. Et puis, il y a encore quelques petites épreuves qu'il faut que je vous montre, notamment la Cyclassix de Hambourg, cette course particulière, puisque fréquemment sur Pro Cycling Manager 2018, on arrive à profiter des cuvettes, comme j'appelle ça un petit peu maladroitement, des cuvettes successives, notamment les 3 qui sont, on va dire, dans le dernier quart de la course, pour créer des cassures. Et c'est comme ça que bien souvent, j'ai réussi à faire s'imposer des coureurs quasiment improbables. J'ai gagné avec Campenarts de la Lotto Soudal, j'ai gagné avec Alberto Bettiol aussi, un Bettiol avec des notes moyennes, hein, bonnes, hein, mais pas non plus exceptionnelles. Il y a moyen, voilà, de gagner avec pas mal de gens. Et puis, je me dis, bon, allez, on fait comme d'hab. On fait comme d'hab, on a une équipe en plus qui est super solide, avec de bons rouleurs, avec des gens comme ça qui sont capables normalement, de maintenir un écart, voire même de l'augmenter, surtout qu'ils ont une forte note d'endurance. Hein, je pense à Lampard, je pense à Stibar, je pense à Alaphilippe, je pense à Gilbert, excusez du peu. Et puis, au final, ça craquerait légèrement, là, les équipiers. C'est comme ça que, finalement, je n'ai de barre que sur Alaphilippe, sur Gilbert, et puis voilà, hein, c'est tout. Au moment d'aborder le final, je me dis, vu la présence de sprinters de renom, je me dis qu'il faut tenter le coup avec Alaphilippe. Et on va se faire damer le pion par un Fernando Gaviria qui a tenu le coup, qui a été vigilant, qui ne s'est pas fait piéger. Eh ben écoutez, je vais presque dire que je suis pas mécontent. Parce que la prendre comme un voleur à chaque fois, je peux pas m'en empêcher. C'est bien que ça n'ait pas marché. Regardez en plus autour, Ewan, GVA, Groenewegen, Ackermann. Ça va, il y a du sprinter aux alentours. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice que ce soit un sprinter qui se la fasse, celle-là. Donc très très bien. Il n'y avait pas Viviani dessus, je vous explique vite pourquoi. C'est parce que Viviani est sur la Vuelta. La Vuelta se court en même temps que la Cyclassix et aussi en même temps que la classique de Bretagne à Plouay, qu'on a là sous les yeux, qui démarre, où j'ai emmené une équipe revancharde, puisque chez Deceuninck Quickstep, quand on perd une classique, sur celle d'après, on a les dents qui rayent le parquet, et il s'agit pas de reproduire l'erreur 2 fois, sinon c'est comme dans James Bond, vous avez échoué, au revoir. Donc voilà, pour pas que le directeur sportif ait besoin d'appuyer sur le petit bouton, voilà, ou d'envoyer un parapluie bulgare. Hein, bonjour les références, ça date. Voilà. Eh bien, il faut se bouger les fesses, et donc on a eu de cesse que de durcir. Alors, c'est intéressant ce petit chemin de terre là, on sait tout ça, ça n'est pas une nouveauté. Je trouve, et c'est pas du tout parce qu'on a vu un chemin de terre, je trouve que finalement ce parcours de Plouay, que je trouve passionnant à jouer, de par déjà son incertitude et de par la difficulté qu'on peut avoir en certaines circonstances à
à se débarrasser de certains adversaires bien gênants. J'ai pas toujours gagné à Plouay sur Pro Cycling Manager 2018. Je dirais même que il m'est arrivé un certain nombre de fois de me faire damer le pion, donc notamment dans le final. Ce parcours, je trouve que c'est une sorte de... Évidemment avec le mur d'arrivée en moins, hein, le mur d'arrivée de Sienne, il n'y est pas. Hein. Mais en tout cas, c'est une espèce de Strade Bianche à 260 km. Surtout, sauf le mur de Sienne. Vous allez me dire, évidemment, tu escamotes l'arrivée. Non, non, mais je veux dire sur le côté comme ça, vallonné, où on peut, par des efforts curseurs répétés, successifs, dégager un groupe d'une vingtaine, plus tard peut-être 10 grosses dizaines de coureurs, progressivement en faisant craquer les gens. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et donc c'est en cela aussi qu'elle est assez excitante, cette classique de Bretagne, parce que avec l'équipe qu'on aligne, excusez du peu, on a 4 pointures de classique là dans l'équipe, 4 sur 7, une fois que les qui sont à l'avant, une fois que les équipiers ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, Sabatini, Martinelli et l'ami Morkov, le toujours précieux Morkov, le vieux guerrier danois. Honnêtement, il est génial. J'adore sa résistance. Et donc, allez, c'est le moment où Alaphilippe rentre en scène. Vous avez vu, j'ai attendu vraiment très tard pour faire rentrer en scène Alaphilippe avec Stibar calé dans la roue parce qu'on a une promesse à tenir. On a une promesse à tenir envers Zdenek Stibar. Stibar, en tout et pour tout, il a dans cet épisode chopé la 7e étape du Tour de Pologne. Bon, ok. 4e place au général, ça va, c'est acceptable. Il a été champion, bah tiens, c'est amusant, dans le jeu sur le même circuit, champion de son pays, donc début juillet. Et je me devais de lui offrir une classique. Et donc tout le plan était vraiment d'emmener Stibar à la victoire. Et là, en fait, ça aura été un Stibar qui n'aura, à part pour franchir la ligne, jamais eu besoin de fournir le moindre autre effort que rester dans la roue d'Alaphilippe. Mais écoutez, scénario idéal. Moi qui parlais d'incertitude et de difficulté, au final, il faut quand même reconnaître qu'avec Lampart en premier travailleur, puis Gilbert, puis Alaphilippe, puis Stibar, c'est quand même difficile pour l'adversité. Il faut quand même me reconnaître. Donc, petit bilan de classique. On a bientôt fini de remplir le tableau de l'année 2019 au niveau des classiques. Il en reste 3, dont une qui me tient à cœur, je pense que vous l'avez compris. Et au niveau des tours, on a également presque terminé notre année 2019. Donc, ce que je propose, c'est d'essayer de terminer cette année dans l'épisode 12 avec ce que j'ai laissé entrevoir très fortement dans cet épisode, que je pense que vous avez parfaitement compris, et ainsi que les arguments qui vont avec, à savoir une Vuelta sur laquelle on va gagner du temps, on va faire l'impasse entre guillemets sur cette Vuelta. Je vous promets que en contrepartie, la Vuelta 2020, on mettra un point d'honneur à essayer d'aller la chercher. Mais pour cette année, la Vuelta, ce n'est pas notre combat. On a déjà rempli nos objectifs. Je préfère faire de l'entraînement à Enric Mas plutôt que d'aller le crever. Et donc, le seul qui ira là-bas de nos coureurs de renom, c'est Elia Viviani, pour essayer d'aller rajouter des étapes à sa jolie collection de l'année, là, qui est, je crois, au-delà de la vingtaine de victoires, ce qui est assez correct pour un sprinter, même si c'est pas non plus extraterrestre, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc à très bientôt pour la suite et j'espère la fin de l'année 2019 avec la Deceuninck Quick Step. Bye bye.